le président du Sénat, les fonctionnaires sont appelés à faire grève et à descendre dans la rue aujourd'hui, partout en France. Écoles, hôpitaux, transports seront touchés. Est-ce que vous trouvez ce mouvement légitime et justifié, vous, le deuxième personnage de l'État? Dans une démocratie, le mouvement, le droit de grève est un droit absolu. Et l'ancien ministre du Travail que je suis reconnaît ce droit en tant que tel. Il y a quand même un certain nombre de sujets. D'abord, est-ce que, à un moment où nous devons maîtriser notre dépense, où nous savons que la masse salariale, notamment de l'État, est très supérieure à ce que nous observons dans les autres pays, il y a une réalité, et cette réalité, c'est l'importance de cette masse salariale. Près de 2 points au-dessus de la moyenne, près de 3 points au-dessus de nos voisins et amis allemands. Mais en même temps, il y a là aussi une question de méthode. Je crois qu'il faut redéfinir les objectifs et les moyens qu'on fixe au service public. Donc vous dites qu'il y a un problème de méthode? Je dis qu'il y a un problème de méthode dans le dialogue que nous devons avoir. Il n'a pas commencé, voyons clair, il y a 4 mois, mais je crois que à partir du moment où on propose au pays de maîtriser ses dépenses, une nouvelle organisation territoriale, le rôle et la place de l'État est quelque chose d'essentiel. On ne pourra pas rester avec des modèles anciens. Je pense à la fonction publique territoriale aussi. Je pense à la fonction publique hospitalière, que je connais bien pour avoir présidé la Fédération des hôpitaux publics. Alors justement, parmi cette colère des fonctionnaires, il y a des fermetures de tribunaux, il y a des fermetures de commissariats, et nos concitoyens ressentent parfois dans certains territoires un abandon du service public. Craignez-vous pas que cette grève soit interprétée comme ça? Fermeture des tribunaux, il faut attendre. C'est un sujet qui est évoqué. Est-ce que réorganiser la justice est un interdit? Ma réponse est non. Car nous voyons bien qu'il y a des difficultés à fonctionner sur un certain nombre de territoires. Réorganiser les services de police et de la gendarmerie, je dis attention à conserver de la proximité. Tout au long de la campagne que j'ai conduite sur les territoires, c'est ce besoin de proximité que j'ai en même temps ressenti. Et ce besoin de proximité, il faut qu'on le prenne, car la rationalité peut être une nécessité à la condition qu'elle ne gomme pas la proximité. Et en matière de sécurité, par exemple, nous voyons bien que nos concitoyens, ils ont aussi ce besoin de proximité. Voilà pourquoi je ne suis pas de ceux qui, sur la question, entre guillemets, elle ne s'appelle plus comme ça, de police de proximité, me lancent dans des grandes théories. Ce qui compte, c'est que la sécurité soit assurée et que les citoyens aient le sentiment de pouvoir être en contact avec celles et ceux qui ont en charge leur sécurité. Vous parlez tout à l'heure des questions de méthode. Demain, le gouvernement doit visiblement faire un geste, notamment concernant la CSG, avec une hausse qui devrait être totalement compensée. Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit rester ferme, droit dans ses bottes, si vous me permettez l'expression, ou est-ce qu'il doit lâcher du lest? Écoutez, compenser pour les fonctionnaires et compenser pour les autres Français, c'est quand même 5 milliards. Ouais. Moi, je suis très attaché à l'équité entre les citoyens. Je peux comprendre qu'on tente d'éteindre un incendie, mais en même temps, la question qui est posée, et peut-être on en reparlera quand on parlera budget, c'est que pour 2019, il y a 5 milliards, en fait, de prélèvements en plus sur les Français, qui vont toucher tous les Français, et particulièrement, on l'a dit, les retraités. Ça n'est pas indifférent qu'au moment de la campagne législative, qu'au moment de la présidentielle, nous ayons eu une approche différente sur la contribution. Vous dites quelque part que ce budget n'est pas juste? Je dis que, en tous les cas, cette approche peut créer des injustices. Alors justement, à ce propos, Emmanuel Macron essaie d'éviter d'être surnommé le président des riches avec cette réforme de l'impôt sur la fortune. Donc, à coup d'amendement, on voit bien qu'il y a une tentative de le détricoter. Au fond, est-ce un impôt intouchable? Je vais aller plus loin, parce que le projet de budget, pourquoi est-il fait? L'essentiel, c'est de relancer la croissance. L'essentiel, c'est de relancer la croissance pour créer de l'emploi. Et tout ça au travers de la création de richesses. Sur l'ISF, je pense que c'est un mauvais impôt. Que c'est un impôt d'ailleurs qui a disparu dans ceux qui l'avaient mis en place. Et on peut le bricoler tant qu'on veut. Le nombre de yachts n'est pas tel en France. 45. On finisse, hein? 45. Oui, qu'on finisse de tuer nos chantiers navals. Faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc, je ne pense pas du tout approcher cette fiscalité. C'est pas le seul élément de création et de lutte contre les inégalités.
un projet de budget, ce sont des éléments pour la croissance. En l'état, Alsace. Gérald Larcher, est-ce que vous voteriez ce budget tel qu'il est présenté? Écoutez, avant de noter, je veux examiner en profondeur. Je veux dialoguer aussi avec mes collègues de la Commission des Finances, avec le rapporteur général. Je crois que avant de mettre une note, il faut avoir examiné la copie totalement. Il y a beaucoup de zones de flou. Je pense aux collectivités territoriales. Vous le voyez aussi par rapport aux équilibres. Nous voyons bien que les baisses d'impôts, c'est essentiellement les engagements que François Hollande avait pris, en quelque sorte, en viager. Donc, quand même, et gros que le point gouvernement d'interrogation. doit honorer. Et que nous avons par contre des hausses d'impôts plus importantes, je pense à la fiscalité écologique, plus 1 milliard par rapport au discours de politique générale. Et je pense que la question de la CSG, c'est une marque présidentielle. Il va falloir l'assumer, mais il faut en mesurer les conséquences. Beaucoup d'éditorialistes, Gérard Larcher, décrivent un Premier ministre qui doit encore trouver sa place. C'était le cas ce matin encore sur plusieurs radios. Est-ce que vous trouvez, vous, institutionnellement parlant, qu'il a trouvé sa place? Et est-ce difficile de trouver sa place avec un président jupitérien, j'allais dire? Je ne sais pas si le président est jupitérien. Je pense que le Premier ministre doit conduire avec le gouvernement la politique de la nation, c'est la Constitution. Il doit dialoguer avec le Parlement. Sa tâche n'est pas facile parce que il n'est pas en fait aujourd'hui le patron d'une majorité parlementaire. Regardons les débats qu'on a en parallèle dans la relation entre le Premier ministre, certains de ses ministres et les Républicains. Pour moi, ils ont fait un choix que je respecte. Et de fait, ils ont quitté leur formation politique. On y vient. Et je vous le dis clairement. Dites-nous. D'ailleurs, c'était très clair, le Premier ministre soutenait la liste concurrente. Dans mon département, les Yvelines, c'était même en photo dans la liste concurrente. Ça m'a pas du tout gêné, vous avez vu, mais Oui. Je dis ça sans C'est aucun un problème. mépris. C'est une faiblesse ou pas? Mais je pense que ne pas avoir, en quelque sorte, barre sur la majorité parlementaire, je pense à l'Assemblée nationale, c'est quelque part une nouvelle composition, en quelque sorte, de relations. Une modification dans la avec le Ve Parlement. République. Oui. Il n'a pas la main sur cette majorité, selon vous? Je n'en sais rien, on verra. J'ai l'impression que ça façaille beaucoup, mais on parle de yacht. Les constructifs, justement. Pascal Jalabert. Oui, alors, pour revenir à votre parti, les Républicains, on voit que Valérie Pécresse a créé son mouvement, Christian Estrosi va le faire demain, Laurent Wauquiez est quand même très clivant. Comment rabibocher la famille? Moi, j'ai dit mon attachement à l'unité des Républicains, avec une capacité dans son organisation demain, quelle que soit celle ou celui qui sera élu président, d'exprimer la diversité, avec une vie des fédérations départementales beaucoup plus authentique, parce que je suis devant Territoire d'Info, les réalités territoriales, elles sont à prendre en compte beaucoup plus pour un mouvement politique qui a tendance, alors qu'il prône la décentralisation, à avoir un fonctionnement plutôt centralisé. Voilà ce sur quoi je vais être particulièrement attentif. Quelle relation aussi avec nos amis du centre, d'autres formations politiques. Bien sûr, pour moi, une barrière totalement hermétique. C'est tout ce qui pourrait nous rapprocher de l'extrême droite, quel que soit le nom des formations d'extrême droite, parce que là aussi, je vois que ça bouillonne beaucoup. Ouais, c'est ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans une interview au Figaro. Il dit que là, le sentiment qu'il a, c'est que cette droite se rapproche de plus en plus de la droite extrême. C'est pas mon sentiment, même si je me sens plutôt, moi, sur l'autre versus que la droite souverainiste. Mais la force d'un grand mouvement politique, c'est de faire vivre comme des complémentarités ce qui est vraiment des différences. Gérald Larcher, les constructifs, ils ont jusqu'à demain pour s'expliquer, notamment Gérald Darmanin. Est-ce que vous souhaitez leur exclusion? C'est pas, vous savez que je n'ai rien souhaité. Pour moi, ils sont partis. Quand Gérald Darmanin, quand Gérald Darmanin se présente contre Valérie Létard et notre ami Daubresse dans le département du Nord sur une liste de La République En Marche, Ligne rouge franchie? c'est pas une ligne rouge, c'est une sortie de route pour aller sur une autre route. Et donc, quand vous êtes sur une autre route, il faut en tirer les conséquences. Voilà. Il y a la dernière ligne droite des parrainages demain pour ceux qui veulent candidater à la présidence de votre parti. On sait visiblement qu'il y aurait une candidate en plus face à Laurent Wauquiez. Vous avez des informations? Est-ce qu'il y aura d'autres candidats? Écoutez, je ne suis pas ce baromètre-là. Au quotidien, je souhaite naturellement qu'il y ait une multiplicité de candidatures. Moi, je ne parraine personne. Je pense que mon rôle est d'être non pas
au-dessus. Mais vous voterez. Mais bien sûr que je voterai. Je suis un militant comme les autres dans la 10e circonscription de Rambouillet, dans les Yvelines. Une petite parenthèse, on parle de reporter les municipales d'un an, en 2021, pour grouper les élections locales. Vous y êtes favorable ? Vous savez, il y a quelques mois, on parlait de reporter les sénatoriales. Donc on est calme. J'examine simplement que s'il y avait élection sénatoriale, donc en 2020, ce serait avec le même corps électoral qu'en 2014. C'est un peu Ce qui ne déplairait pas à la sensibilité qui est la mienne, mais je crois qu'il faut qu'on soit très attentif avec le respect des dates, des scrutins. Une démocratie, elle a des règles. Ces règles, elle doit les respecter. Et que ce soit suffrage universel direct, suffrage universel indirect, local, national, je suis très attentif à ce que tout là soit respecté, d'autant plus que nous aurons un redécoupage des circonscriptions et que dans les départements comme le mien, où il y a 12 circonscriptions, il n'y en aura peut-être que 6 ou 7. Vous dites au gouvernement d'y aller avec une main légère sur ce redécoupage ? Très attentif au respect des principes d'une démocratie mature. Vous vous voyez en gardien des institutions ? Je suis gardien, pas des institutions. Le Sénat a une responsabilité sur quelques donc sujets. Son président, dont les institutions, dont les territoires. C'est pas par hasard si j'ai proposé que ça soit à la fois l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre des territoires. Et je suis devant Territoire d'Info. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de pays qui peut se redresser sans ces territoires ou contre ces territoires. Et c'est pour moi tout à fait essentiel. En même temps, sur les institutions, je crois qu'il faut faire attention à ne pas jouer avec les institutions à chaque alternance. Je pense que la Ve République a démontré sa solidité. On a peut-être déjà un peu trop joué avec nos institutions, donc je serai extrêmement attentif, mais je dirai ça au président de la République cette semaine. Autre sujet, Gérard Larcher, la Catalogne. À quelques heures de la déclaration devant le Parlement du président séparatiste Carles Puigdemont, craignez-vous que ce soit un jour noir pour l'Europe s'il décrétait l'indépendance de la Catalogne ? C'est jamais dans mes habitudes de m'immiscer dans les affaires d'un pays, mais là, ça nous concerne tous en Europe. Et je crois qu'il faut que la raison, la Catalogne est sans doute un des territoires en Europe qui a le plus d'autonomie par rapport à l'État central. C'est pas un territoire qui vit je ne sais quel asservissement colonial. C'est un territoire qui connaît énormément de liberté. Et je dois dire qu'il me paraît important que le dialogue reprenne. Mais je pense que le Premier ministre, comme le roi, sont dans le rôle de préserver l'unité d'une très grande nation construite dans la diversité qu'est l'Espagne. Gérard Larcher, la réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron a besoin de vous pour faire passer les réformes constitutionnelles. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce geste, à faire un geste ? Naturellement, nous allons écouter, entendre, recevoir le projet que le président de la République va, j'allais dire, transmettre au gouvernement, suivant la procédure. Je rappelle qu'en procédure constitutionnelle, peut-être pour nos téléspectateurs et pour nos lecteurs, le pouvoir est égal entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et que tant qu'on n'a pas trouvé un texte en commun, il n'y a pas d'engagement possible d'une réforme constitutionnelle. J'allais dire, suivant les procédures habituelles, qu'elles soient devant le Congrès ou qu'elles soient... D'où votre rôle essentiel. Notre rôle essentiel, c'est d'examiner quels peuvent être nos points de convergence, quels sont les points sur lesquels il y aura débat, mais quelle est l'utilité de la réforme constitutionnelle ? Est-ce qu'elle est utile au pays ? Est-ce que nous en avons besoin ? Je dis toujours, on touche à la Constitution d'une main qui doit être prudente. Je dis là aussi que dans une démocratie mature, il y a des pays qui ne touchent quasiment jamais à leur Constitution. Nous y touchons beaucoup. Éric Moine. Est-ce qu'il y a des points non négociables de la réforme ? D'abord, il y a des points de convergence. Les points de convergence, Je suis toujours un homme positif, vous savez. Vous aviez dit avant le sénatorial que vous étiez prêt à discuter quasiment de tout. Maintenant que votre majorité de droite a été confortée au Sénat... Je reste dans le même état d'esprit. Mais j'ai dit des choses clairement au gouvernement dès le 1er août. Point de convergence,
puisque nous l'avons déjà voté, Conseil supérieur de la magistrature, à une condition, c'est qu'on ne crée pas un corporatisme. Deuxième sujet, Cour de justice de la République. Vous savez, le Sénat n'a jamais trouvé cette méthode étant j'allais dire, le nec plus ultra, une manière de juger qui doit être une manière de juger spécifique des ministres. Je pense que ce qui est proposé, les filtres qui sont proposés pour permettre une justice sereine sur éventuellement ce qui pourrait être une faute d'un ministre, nous apparaît comme quelque chose à examiner. Le Conseil constitutionnel, la présence des anciens présidents de la République, je rappelle qu'ici, c'est le doyen Gélard qui appartenait au groupe UMP, qui l'avait proposé dans la réforme constitutionnelle de 2008. Faire mieux la loi, et notamment faire mieux la loi en inversant les logiques entre procédure accélérée et procédure normale. Par exemple, que les textes de société soient en quelque sorte de manière systématique examinés suivant le principe des 4 navettes, que pour les lois ordinaires, sauf décision contraire du gouvernement et des 2 présidents de chambre ensemble, nous utilisions simplement la formule de lecture dans chaque chambre, puis de vraies commissions mixtes paritaires, j'insiste. Un de mes points de divergence avec François de Rugy aujourd'hui, mais on s'en est déjà expliqué, on n'aura pas de difficulté à trouver un équilibre. Et puis ensuite une lecture devant chaque chambre, sachant que dans les lois ordinaires, ce sont les députés qui l'emporteront sur nous. Et la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, députés et sénateurs. Ça n'est pas un obstacle, d'ailleurs, ça ne relève pas de la Constitution. Mais moi, mes deux lignes, c'est quoi? La tentation de constitutionnaliser le mode électoral. Je reviens en arrière et j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Michel Debré n'avait pas voulu constitutionnaliser, y compris le scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection législative. Parce qu'il nous faut des soupapes de sécurité en cas de crise politique. Le jour où vous l'avez constitutionnalisé, vous avez perdu cette soupape politique. Deuxième chose qui me semble contraire à la démocratie, c'est le cumul, le non-cumul dans le temps, notamment pour les élus locaux. Le limiter à 3 mandats. Oui, ça m'apparaît, face à la réalité, je crains qu'on ait parfois quelques difficultés à trouver des volontaires pour constituer une liste municipale et pour être maire. Emmanuel Macron a quand même annoncé non seulement réduire le nombre de parlementaires, mais aussi d'élus locaux. Oui, je ne suis pas sûr que ça a été sa plus grand moment dans le Conseil national des territoires. Je raconte toujours cette lettre que m'a envoyée un maire de l'Indre. Il dit, vous expliquerez au président de la République que je suis maire d'une commune de 380 habitants, que j'ai besoin de tout mon conseil municipal et que quand on a une fête, c'est moi qui passe les pareuses. Et je n'envoie ni ma facture de fioul, ni l'amortissement de mon tracteur. Il faut connaître la vie quotidienne des gens. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. S'il doit y avoir des évolutions aujourd'hui, c'est à partir du territoire. C'est ce territoire, c'est une affaire de méthode. Et ça peut être d'ailleurs une différence d'approche entre le président de la République et moi-même. Mais je vais rencontrer le président de la République, ce sera cette semaine, j'allais dire avec un esprit positif. Vous savez, au Sénat, je l'ai redit devant mes collègues, on dit jamais non par dogmatisme et jamais oui par discipline. C'est l'état d'esprit du Sénat. Gérard Larcher, notre invité ce matin. Le Conseil national des territoires a eu lieu en juillet au Sénat. Président Larcher, il doit se tenir au mois de décembre. Est-ce que ce sera encore au Sénat pour la 2e fois? Je ne sais pas. Je pense que ce serait bien que ça soit sur le territoire. Moi aussi. Je en pense région. Mais en oui. Région. Je pense que. Vous l'appelez de vos voeux. De mes inquiétudes. C'est en fait que ça soit en matière financière, que ce soit, on le voit, dans l'approche eau et assainissement aujourd'hui de l'Assemblée nationale, dans un processus de recentralisation. Et je le dis d'autant plus que, historiquement, j'étais tout gamin, mais ma famille politique n'a pas été, au départ, à l'époque de Gaston Defferre, si décentralisatrice que ça. Mais cette maison, ici, a accompagné la décentralisation. Je crois qu'il faut faire confiance au territoire. C'était l'objet d'un rapport partagé. Laisser respirer les territoires, écrivait Van Dierendonck, Mathieu Darnaud et quelques autres collègues. Ils étaient divers dans leur sensibilité. Je crois que c'est la voie. Et voilà pourquoi confiance, respect, une vraie méthode de dialogue, c'est, me semble-t-il,
le vrai chemin. Vous parlez confiance, colère des élus, Stéphane Vernet. Oui, colère des élus. Vous avez dit il n'y a pas de pays qui puisse se redresser sans ces territoires ou contre ces territoires. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu le scénario qui se joue et qu'il y a plus qu'une grogne, un début de fronde entre les territoires, un certain nombre d'élus locaux et la présidence, le gouvernement? Comment est-ce que vous le vivez? Quelles sont les remontées? D'abord, je l'ai fortement ressenti cet été. Il y avait une forme d'espérance après le Conseil national des territoires. 4 jours après, très vite douché. 4 jours après, on annonce le gel en direction des territoires ruraux. Et les économies supplémentaires, 10 milliards annoncés, puis 13 milliards au lieu de 10. Au-delà des sommes, parce que les élus sur le territoire, ils sont conscients des efforts à faire. J'allais dire, c'est pas que pour les autres, mais il y a une affaire de méthode. Quand on parle du pacte financier pour ces près de 400 collectivités territoriales, je crois qu'il va falloir être très attentif à la méthode, que ce ne soit pas une manière de recontrôler, de recentraliser. Il faut inventer ce partenariat. Quand vous donnez aux régions, c'est la loi NOTRe, la responsabilité du développement économique, et que première décision, vous ne tenez pas l'engagement, j'étais présent, pris par le précédent Premier ministre, Manuel Valls, vis-à-vis des régions. 450 et que millions. vous leur dites, au-delà des 450 millions, au fond, votre développement économique, vous vous débrouillerez sans transfert de moyens qui étaient auparavant affectés au département. Parce que ça, c'est l'origine. Bien, quelque part, vous envoyez un contre-signal pour le développement économique. Même chose avec les communes et les intercos. L'astuce, entre guillemets, parlementaire de renvoyer en commission la question très importante de l'eau et de l'assainissement, dont on sait qu'elle est inapplicable en l'état. Elle peut être applicable dans certaines intercos, inapplicable dans d'autres. Dans le Grand Ouest, vous le savez très bien, ça a été un des premiers sujets que la conférence des maires dans les Deux-Sèvres m'avait soumis. Eh bien, moi, j'attends beaucoup de pragmatisme. On est tous dans une situation où on a besoin, au fond, de se serrer les coudes. On a besoin de solidarité et on a besoin d'avancer. Voilà pourquoi, une semaine les régions, la semaine d'après les communes. Qu'est-ce qui va se passer avec les départements à Marseille la semaine prochaine? Je serai présent. Alors, les départements, à propos des départements, vous avez vu que Dominique Bussereau, donc le président de l'Association des départements de France, a clairement dit que les départements ne s'engageraient pas dans la contractualisation que vous évoquiez, tant que les questions de compensation financière sur les allocations individuelles et la prise en charge des mineurs étrangers isolés ne seraient pas réglées. Donc, ils sont rentrés dans un bras de fer direct avec l'État. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Écoutez, ils ne sont pas rentrés dans un bras de fer. Il y a très longtemps que l'État connaît la non-couverture, notamment du RSA. Plus de 3 milliards. Mais dire on ne signera pas tant que ce ne sera pas réglé. Oui, parce que ça ne peut pas durer éternellement. La situation de départements qui sont en rupture financière, même si ça a été un peu gommé par le redémarrage, notamment des droits de mutation. Et donc, la question des mineurs isolés, dont le nombre a strictement explosé, elle est une question qui dépasse le chiffre même. Elle est un des principes. Comment traite-t-on la question migratoire ? Comment est-ce qu'on accompagne dans cette question migratoire, qui est une responsabilité de l'État, l'action sociale des départements ? Je crois que Dominique Bussereau, il pose ces questions depuis un certain temps. Ces réalités sont à gérer par les départements. Il n'y a que la voie du dialogue qui permet, entre l'État et les départements, d'avancer. Gérard Larcher a un mot à l'unisson de toute la presse quotidienne régionale ce matin. Adieu l'artiste. Le Télégramme fait sa une sur Jean Rochefort. Il partageait une passion avec vous, la passion des chevaux. Il partageait le même territoire avec moi. Et le même territoire, les deux. Le canton de Rambouillet. Et nous nous connaissions bien. Quand j'étais vétérinaire de l'équipe de France de sport équestre, il était passionné de chevaux. Philippe Noiret et moi, comme Jean Rochefort, nous avions des rencontres, des partages. C'était un homme qui vivait dans son territoire. Il a longtemps habité la commune d'Aufargis. Et j'ai des souvenirs extrêmement précis, extrêmement chaleureux du passionné de cheval. Au fond, le cheval, c'était une valeur culturelle pour lui. Et pas simplement une espèce de passion qu'on assouvit comme ça. C'était quelque part la quintessence du beau, de la relation homme-animal. C'était comme ça que je voyais Jean Rochefort.